Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Over the Results consacré au Royal Rumble 2010. Voilà, vous savez que j'aime particulièrement ce genre de pay-per-view, c'est mon préféré, c'est celui que j'attends dans l'année, bon, même si c'est au tout début de l'année, là j'ai hâte d'avoir le Royal Rumble 2019, mais là aujourd'hui on va parler de l'édition 2010, l'un de mes Rumble match préférés, je pense que c'est même mon préféré, mais on va d'abord commencer avec le premier match, donc Christian bat Ezekiel Jackson pour conserver son titre de la ECW dans un match correct. Il y a des matchs plus intéressants que celui-là, on va pas se le cacher, surtout pour un opener, mais je ne l'ai pas trouvé dégueulasse. Puis comme prévu, au niveau de la structure du match, on a Big Zeke, donc Ezekiel Jackson, qui domine la plupart du temps dans ce match, et on a William Regal qui est à l'extérieur durant la première moitié du match, qui va tenter d'intervenir pour attaquer Christian, mais qui se fera remballer par l'arbitre et qui lui demandera de retourner en coulisses. Je trouve qu'encore une fois, ces interventions de ce genre, même si ça coupe le rythme, c'est plutôt intéressant, parce que Regal, à l'époque, je pensais que ça allait être le tout dernier champion de la ICW, mais Ezekiel Jackson, ce sera lui le tout dernier champion de la ICW, parce qu'il reprendra le titre à Christian lors du dernier show de la SCW, donc en weekly. Donc j'avais bien aimé, il manquait encore Vladimir Kozlov dans le tas, que j'aimais vraiment beaucoup. Le clan Jackson, Kozlov, Regal, c'était plutôt intéressant, même si in-ring c'était pas tout à fait ça. Puis le match, voilà, comme je l'ai dit, il est correct, il me fait plaisir, et de revoir Christian, c'est toujours un plaisir justement. Deuxième match, Le Miz bat MVP pour conserver son titre des États-Unis dans un match rajouté en dernière minute. Et comme d'habitude pour ce genre de match-là, ça reste beaucoup trop classique parce que même si la rivalité, elle a quand même duré entre MVP et Le Miz, surtout qu'après il y a eu non seulement la rivalité pour le titre US, mais aussi la rivalité pour le titre tag team. Surtout que en fait, MVP était associé à Mark Henry et Le Miz était associé au Big Show. Donc Le Miz sera champion des États-Unis et champion par équipe avec le Big Show, mais ça c'est plus tard dans l'année. Donc oui, vous allez me dire, cette rivalité est construite quand même depuis un moment, mais je la trouve pas cohérente en fait, et c'est pour ça que pour moi c'est rajouté en dernière minute et ça n'a pas de sens de faire ce match là, parce que c'est la 372e fois que ces deux lutteurs sont opposés, et encore plus pour le titre poids lourd, pour le titre des États-Unis pardon. Donc je me suis un petit peu fait chier en voyant ce match là, je ne vais pas vous le cacher, parce qu'il n'y a pas de grand spot et il n'y a rien en fait qui permette de se souvenir de ce match là. Et puis en plus on a un finish par petits paquets, un peu trop facile, surtout que c'est Le Miz. Miz mérite mieux que ça pour conserver son titre à mon sens, donc voilà, mais j'ai pas mis une très bonne note, vous le verrez à la fin de la vidéo. Troisième match, Sheamus bat Randy Orton par disqualification, encore une fois, après que Cody Rhodes intervienne de nulle part pour attaquer le champion de la WWE. Donc Sheamus reste champion de la WWE, mais en fait ce qui se passe, c'est qu'on assistait vraiment à la fin de la Legacy. On avait justement quelques minutes plus tôt en coulisses Cody Rhodes qui avait dit « Ouais, fais attention à Teddy Biazzi, je le sens pas, il aimerait remporter le Royal Rumble match pour t'affronter toi quand tu gagneras le titre. » Et Teddy Biazzi il avait fait la même chose à propos de Cody Rhodes. Donc il y avait vraiment des tensions en fait dans la Legacy. Et Cody Rhodes, on n'a jamais vraiment su s'il était venu attaquer Sheamus en pensant que l'arbitre ne le regardait pas pour aider Orton, ou si justement il avait attaqué Sheamus pour faire chier Orton. Je pense plutôt à la deuxième option, même si ça n'a vraiment jamais été repris par la suite dans la storyline. Après, je comprends pas vraiment, même si c'est un peu de la cohérence au niveau de la rivalité et à la fin de la Legacy, comment en 2010, même aujourd'hui, mais on va dire durant ces 10 dernières années, dans un pay-per-view majeur, on peut terminer un match de championnat par disqualification. Je vous ai déjà fait la review de SummerSlam 2010, c'était le même match, avec la même fin, enfin pas la même fin, mais une disqualification, sauf que là c'est Sheamus qui bat Orton, et à SummerSlam c'est Orton qui bat Sheamus, par disqualification. Mais ça reste la même chose, on est dans un pay-per-view majeur pour un titre majeur, oui, le titre de la WWE, dans un pay-per-view majeur qu'est SummerSlam, avec les mêmes opposants, et on a pour moi un finish de merde, enfin excusez-moi de le dire comme ça, mais pour moi c'est pas digne d'un pay-per-view du Big Four. Maintenant au niveau du match, il est marqué qu'il était ultra lent et qu'il proposait rien de bien grandiose malheureusement. Par contre, à mon sens, l'après-match est magique, justement après la défaite d'Orton à cause de Cody Rhodes. On a Randy Orton qui va attaquer Cody Rhodes, commencer à lui mettre des coups de poing. Peut-être DiBiase va venir, il va lui dire non mais calme-toi, il pensait faire bien quoi. Donc on voit que les deux restent soudés contre Orton. Donc on peut vraiment penser que les deux foutent la misère à Orton justement, et on va le voir, c'est vrai, parce qu'ils vont être confrontés à WrestleMania 26.
victoire de Orton. La review est disponible sur la chaîne. Donc on voit que vraiment que Legacy, donc DiBiase, on va même dire Priceless, DiBiase et Rhodes mettent le bazar dans la tête d'Orton et lui coûtent même le titre majeur, lui qui aurait pu l'avoir assez facilement. Et donc Teddy DiBiase intervient et lui dit non mais ne fais pas ça, et finalement Orton attaquera Teddy DiBiase et les deux seront dans le coin en voulant dire mais calme-toi, et Orton va se retourner et il va se ramasser un brogue kick de Sheamus. Et Sheamus va partir, puis on aurait pu penser que DiBiase et Rhodes auraient aidé Orton à se relever, mais ils partent aussi les deux en coulisses, laissant Orton seul, KO sur le ring. C'est une image forte et j'aime beaucoup en fait comment ils ont booké la fin de la Legacy au contraire de la fin de la Nexus malheureusement. Quatrième match, Mickie James bat Michelle McCool pour devenir la nouvelle championne féminine en seulement 20 secondes tout pile. J'ai envie de dire heureusement, parce que la rivalité était indigne de la part de la WWE. Mickie James s'en est ramassé plein la gueule, elle qui avait pris genre un petit peu de poids. C'est vrai qu'elle n'était pas la plus fine de la WWE, mais elle était de loin pas grosse. Et en fait, la rivalité, pour les gens qui ne savaient pas, c'était basé sur Laycool se moque du poids de Mickie James en l'appelant Piggy James et en faisant des montages dégueulasses en mettant la tête de Mickie James sur un cochon. Enfin, c'était tellement indigne, tellement sale. On voyait Mickie James qui pleurait. Enfin, je sais pas, je trouve que ça renvoie pas une bonne image. Même vous allez me dire, ouais, mais c'est théâtre, c'est la même chose, on voit dans les films. Je sais pas, je trouve que c'était malsain et c'était mal amené. C'est pour ça que j'aurais pas vu en fait Michelle McCool remporter justement, conserver son titre contre Mickie James en la battant en 20 secondes. J'aurais dit c'est du foutage de gueule. Là le match il dure 20 secondes, donc vous pensez bien que c'est innotable, je peux pas noter ce match là. Donc heureusement que ça s'est terminé comme ça, et on a l'après-match, on a toutes les divas face, divas à l'époque, de la WWE qui viennent mettre un gâteau dans la tête de Laycool. On va dire que c'est tout est bien qui finit bien, voilà. Dire ça comme ça, mais en tout cas la rivalité est indigne et je suis content que Mickie James puisse reprendre à ce moment-là le titre féminin. Cinquième match, l'Undertaker bat Rey Mysterio pour conserver son titre poids lourd dans un bon match. Étonnamment, alors je doutais d'aucun des deux talents, mais j'avais peur que la différence de taille et surtout de style in-ring fasse défaut sur ce match. Et en fait pas du tout, le match il est très clairement bien. En fait le match il est rythmé par Rey Mysterio, lui qui est aérien, qui est très rapide, et il a un côté brutal grâce au Taker. Donc je trouve que c'est une bonne surprise, c'est une bonne alchimie en fait dans le match, et ça fait plaisir à voir. Les seuls points négatifs, c'est le temps, ça dure 11 minutes, j'aurais voulu en voir plus. Puis le finish, on a 2-6-1-9, mais le deuxième, en fait, il sera contré par un Last Ride. Et le match sera terminé comme ça. Taker conservera son titre après un Last Ride. Et je m'attendais, je sais pas, à un Tombstone ou quelque chose de ce style. Vous allez me dire un Tombstone de Taker sur Rey Mysterio. C'est vrai que Mysterio va peut-être pas taper la tête au sol, mais au moins un chokeslam, quelque chose d'un peu plus flagrant, enfin d'un peu plus brutal, même si le Last Ride est pas mal brutal. Mais en tout cas, une prise que le Taker a l'habitude pour finir ses matchs. Mais sinon, je suis surpris en bien et vous allez voir que j'ai bien noté ce match-là. Et enfin, le dernier match, Edge remporte le Royal Rumble match 2010. Je pense que c'est mon préféré. Magnifique Royal Rumble match, c'est incroyable. Je vais vous dire tout ce que j'ai mis, encore une fois c'est très dur de noter un Royal Rumble match, mais je vais vous dire tout ce que j'ai écrit par rapport à ce match là qui m'a marqué. Bon, déjà on a le retour de Edge, mais je vais y revenir plus tard. Edge qui revenait de blessure justement, et c'était incroyable. Donc on a le match qui commence avec Dolph Ziggler et Evan Bourne, suivi par CM Punk en troisième, qui va dominer un sacré moment en fait le Royal Rumble match, comme en 2011, mais quand même moins longtemps qu'en 2011, parce qu'il avait la Nexus à ses côtés. Donc il va éliminer Ziggler et Bourne, il va en éliminer plusieurs, dont JTG et même d'autres. Et on aura Khali qui va arriver, suivi de Beth Phoenix, donc la deuxième lutteuse à participer à un Royal Rumble match masculin. Donc on a Beth Phoenix qui élimine The Great Khali, donc ça je pense que tout le monde s'en souvient. Mais ce dont je ne me souvenais plus, c'est surtout ce qui va se passer après l'élimination de Khali. Je m'en souvenais plus du tout, mais CM Punk va porter un GTS à Beth Phoenix, mais d'une brutalité. C'est incroyable, et ça fait plaisir de voir que les femmes peuvent être traitées de la même manière que les hommes. À l'époque, on avait souvent ça, on avait un match entre Vince et Stephanie McMahon. Enfin, je veux dire, on avait même eu Trish Stratus qui se faisait démonter par Christian ou par Chris Jericho. Non, c'était par Christian à WrestleMania 21, je crois. Enfin bref, j'aime bien quand les femmes se font maltraiter par les hommes. Non pas parce que je bats ma copine, c'est pas du tout ça. Je suis contre la violence envers les femmes. Mais je trouve que les mettre au même niveau des hommes et se dire... Bon, on a revu récemment Becky Lynch qui a battu James Ellsworth l'année passée, je crois. Je trouve que c'est important de les mettre au même niveau. Et je sais qu'il y a des gens à qui ça dérange, genre je parle pas forcément de les faire tout le temps se ramasser démerder. Hein. Je veux dire, j'aime bien que les femmes aussi dominent l'homme.
Vous voyez ce que je veux dire? Voir Becky Lynch dominer Ellsworth, je trouve ça bien en fait. Mais les mettre au même niveau, avoir un Chamber match féminin, un Royal Rumble match féminin, je suis pour la révolution féminine. Mais il faut aussi des fois que ça passe par des dérouillés. Et là, je trouve que ça fait plaisir de voir Phoenix se ramasser un GTS. Je trouve que c'est juste d'avoir fait ça. De ne pas l'avoir trop protégé et de dire putain, Beth Phoenix c'est une femme, d'accord, mais ça veut pas dire qu'elle peut pas supporter des douleurs comme les hommes. Au contraire, et là on l'a vu, et un gros respect pour Phoenix et pour Punk d'avoir fait ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a, j'ai dit pas de légende ou pas d'autre tour à part Edge, mais franchement, c'est pas vraiment dérangeant parce qu'on a d'énormes confrontations. On a Punk contre Triple H, je crois au niveau de 6 ou 7e entrée. Au bout d'un moment un peu plus tard, on a John Cena, Shawn Michaels et Triple H, et on aura même Shawn Michaels qui va éliminer Triple H après un switch in music, c'est assez étonnant, je m'en souvenais plus du tout. On a Mark Henry contre le Big Show, et puis on a la fin, quoi, les 3 derniers, Chris Jericho, Edge et Batista, dans les 3 dernières entrées, hein, pas dans les 3 derniers qui restent sur le ring. Je veux dire, c'est beau quand même, on a quand même du lourd dans ce pay-per-view, dans ce match-là, ça fait plaisir. Maintenant au niveau des 4 derniers, donc ça se joue entre John Cena, Edge, Batista et Shawn Michaels. Là encore une fois, je veux dire, je critique pas aujourd'hui, on a de très bons lutteurs, Styles, Owens, Reigns, Rollins, on a vraiment des bons lutteurs de la nouvelle génération. Mais je veux dire, qui ça ne fait pas rêver d'avoir une finale entre Cena, Edge, Batista et Michaels? Franchement, c'était incroyable, c'était l'âge d'or pour moi la WWE, c'était 4 grandes superstars comme on n'a pas forcément aujourd'hui malgré le talent qu'il y a, le très très bon talent qui existe chez les lutteurs d'aujourd'hui. Donc après, donc le premier à se faire éliminer c'est Shawn Michaels, par Batista. On aura un pétage de plomb. Shawn Michaels va retourner sur le ring, va porter un switching music sur l'arbitre et on pense qu'il va attaquer Batista, mais finalement il se reprendra et il quittera. J'avais vraiment envie qu'il élimine Batista, mais du coup ça aurait pas justifié une rivalité entre Shawn Michaels et Undertaker à WrestleMania, vu que Batista se serait sûrement vengé, donc ça reste logique. On a Batista qui se fait éliminer, puis Edge qui élimine Cena dans la finale et dans une grosse ambiance. Je vais vous le montrer après, mais je pense que vous vous doutez, j'ai mis un 10 sur 10 pour ce match-là parce que c'est un match magnifique. Voilà, donc si on reprend les notes, comme j'ai dit, 10 sur 10 pour le Rumble match. On a 8 sur 10 pour le match poids lourd. Un pauvre 6 sur 10 pour le match pour le titre de la WWE, c'est un peu décevant. En fait, on a on va dire les 2 tiers du pay-per-view, les 2 premiers tiers du pay-per-view assez fades, puis les 2 derniers matchs rattrapent vraiment le tout, car c'est du très très bon. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et nous on se retrouve tout bientôt pour la suite de la chaîne.